La pluie à Chicago ne lave pas les péchés. Elle ne fait qu'accélérer l'écoulement du sang dans les caniveaux. Wyatt Vance pensait qu'elle venait de terminer son service dans un petit restaurant bon marché avec seulement 3 $ de pourboire. Ce qu'elle ignorait, c'est que le garçon frissonnant qu'elle avait trouvé, effondré sur l'asphalte mouillé, était l'héritier de l'empire criminel le plus dangereux de la ville. Elle a passé un coup de fil, composant un numéro griffonné sur le bras de l'enfant. Elle n'a pas appelé une ambulance. Elle a appelé le diable. Lorsque Lorenzo Moretti a répondu, elle a su qu'elle ne devait pas raccrocher. Tu survivras. Pendant ce temps, l'enseigne lumineuse du restaurant Sal's 24 Hour clignotait faiblement, projetant une lumière jaune blafarde sur le trottoir mouillé de la 5e avenue. Il était 2h14 du matin, un mardi, une heure qui n'appartient qu'aux désespérés et aux égarés. Wyatt Van essuya le comptoir avec un chiffon qui sentait l'eau de javel et la graisse rance. Ses jointures étaient rouges et gercées par le froid et le savon agressif. À 23 ans, elle paraissait plus âgée. La pauvreté avait le don de vieillir une personne, creusant des rides d'épuisement autour des yeux et gravant des rides d'inquiétude autour de la bouche. Elle vérifia la poche de son tablier. 240 $. C'était son salaire pour une journée de travail de 8 heures. Ce n'était pas suffisant pour payer le loyer, qui était dû dans 3 jours, mais cela lui permettrait d'acheter une miche de pain et peut-être de l'aspirine pour le mal de tête qui lui martelait les tempes depuis midi. « Ferme, Wyatt !» grogna S depuis le bureau du fond, « et n'oublie pas d'éteindre les lumières. »« D'accord, » répondit-elle d'une voix rauque. Elle attrapa son manteau usé, 2 tailles trop grand, acheté dans une friperie, et sortit dans le vent glacial de Chicago. La pluie tombait d'averse, froide et impitoyable. Elle releva son col, se préparant à marcher jusqu'à l'arrêt de bus. C'est alors qu'elle aperçut la bosse sur le sol. Nichée entre une benne à ordures et une pile de palettes en bois dans la ruelle à côté du restaurant, elle ressemblait à un tas de chiffons jetés. Au début, elle pensa qu'il s'agissait bien d'un tas de chiffons jetés. Puis les chiffons bougèrent. Un petit gémissement étouffé couvrit le bruit de la pluie. Wyatt se figea. La ville lui avait appris à garder la tête baissée. Dans ce quartier, la curiosité pouvait vous valoir une agression, voire pire. Mais le bruit se fit entendre à nouveau. Un bruit d'enfant. Elle s'avança dans la ruelle, ses bottes éclaboussant une flaque d'eau. « Bonjour », murmura-t-elle. Le tas bougea. Un petit visage pâle encadré de boucles sombres trempées leva les yeux. C'était un garçon âgé d'à peine 6 ans. Il portait un petit smoking sur mesure qui devait coûter plus cher que ce que Wyatt gagnait en un an, mais il était déchiré et couvert de boue. Ses genoux étaient écorchés et saignaient lentement sous la pluie. « Hé !» dit Wyatt en s'agenouillant instantanément, sans se soucier de la saleté. « Tout va bien. Je suis là. » Le garçon ne dit rien. Ses yeux étaient grands ouverts et sombres, comme des puits de terreur, et il la fixait sans la voir. Il tremblait si violemment que ses dents claquaient. « Tu peux te lever ?» demanda-t-elle doucement en lui tendant la main. Il essaya. Il poussa contre l'asphalte mouillé, mais sa jambe gauche se déroba immédiatement. Il poussa un cri aigu de douleur et s'effondra à nouveau. « Ça va, ne bouge pas », le rassura Wyatt. Elle l'examina pour voir s'il était blessé. « Où sont tes parents, mon chéri? » Le garçon ne répondit pas. Au lieu de cela, il tendit son bras gauche vers elle. Il retroussa la manche trempée de sa veste. Un numéro de téléphone était écrit au marqueur noir indélébile sur la peau pâle de son avant-bras. Il n'y avait rien d'autre. Pas de nom, pas de « appeler maman », juste 10 chiffres. Wyatt le fixa du regard. Un frisson, sans rapport avec la pluie, lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un enfant perdu dans un centre commercial. C'était un plan d'urgence. Elle sortit son smartphone fissuré de sa poche. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle composait le numéro, regardant le garçon terrifié. Sonnerie, sonnerie. La ligne fut prise. Pas de salutation, juste un silence si lourd qu'on aurait dit que la pression atmosphérique avait chuté. « Allô ?» La voix de Wyatt tremblait. Qui est à l'appareil? La voix à l'autre bout du fil était calme, froide, grave et tout à fait terrifiante. Elle ressemblait à de l'acier glissant sur du béton. Wyatt déglutit péniblement. « J'ai trouvé un petit garçon devant le restaurant Saul's sur la 5e avenue. Il est blessé. » Silence. Pendant 3 battements de cœur, il n'y eut rien. « Décrivez-le », ordonna l'homme.
Il a les cheveux foncés et il a peut-être 6 ans. Il porte un smoking. Il a votre numéro écrit sur son bras. Est-ce qu'il respire? Oui, mais il est tombé. Il a essayé de se relever, mais je pense qu'il s'est cassé la jambe. Il ne peut pas se lever. Restez exactement où vous êtes, dit la voix. Ce n'était pas une demande. Ne raccrochez pas. Ne bougez pas. S'il n'est pas là quand j'arrive, ou s'il a ne serait-ce qu'une égratignure qui n'était pas là avant, je vous trouverai et je vous arracherai la peau des os. La ligne fut coupée. Wyatt fixait le téléphone, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. Arrachez la peau de vos os. Ce n'était pas une figure de style, elle le savait. Qui êtes-vous? Murmura-t-elle au garçon. Elle ôta son manteau, l'enveloppa dedans et le prit sur ses genoux pour le protéger de la pluie. Il enfouit son visage dans son pull bon marché, agrippant le tissu avec une force désespérée. Ils attendirent. 5 minutes passèrent, puis 10. Wyatt hésita à s'enfuir. Elle pouvait laisser le garçon, appeler le 959 anonymement et disparaître. Mais lorsqu'elle regarda la jambe du garçon, qui était pliée selon un angle étrange, elle sut qu'elle ne pouvait pas le laisser seul sous la pluie glaciale. Puis la rue explosa de lumière. 3 Cadillac Escalade noirs ont dérapé au coin de la rue, se déplaçant en formation comme des requins dans l'eau sombre. Elles ont monté le trottoir, défonçant le pavé et bloquant l'entrée de la ruelle. Les portes se sont ouvertes à l'unisson. 6 hommes en sont sortis. Vêtus de costumes sombres, des gouttes de pluie scintillaient sur leurs larges épaules. Ils tenaient des fusils automatiques baissés, mais prêts à tirer. Wyatt a instinctivement halté et s'est recroquevillé autour du garçon. Ne lui faites pas de mal, cria-t-il. Les légèrement me formèrent un périmètre, lui tournant le dos, créant un mur de chair et de Kevlar. Puis la porte du SUV du milieu s'ouvrit lentement. Un homme en sortit. Il ne portait pas de parapluie et ne semblait pas remarquer la pluie. Il mesurait bien plus d'1,80 m et son physique tendait le tissu de son costume italien gris anthracite. Ses cheveux étaient d'un noir de jet et lissés en arrière, révélant un visage d'une beauté ravageuse mais dur comme le granit. Il avait les pommettes saillantes, la mâchoire anguleuse et les yeux de la couleur d'une tempête hivernale. C'était Lorenzo Enzo Moretti, l'aube de la Chicago Outfit. Wyatt ne connaissait pas son nom, mais elle pouvait sentir son aura de puissance. Elle émanait de lui comme la chaleur d'un feu. Il marcha vers elle, ses chaussures coûteuses crissant sur le gravier mouillé. Il regarda le garçon dans ses bras et, pendant une fraction de seconde, le granit se fissura. Une lueur de peur agonisante traversa ses yeux avant qu'il ne retrouve son sang-froid. « Léo » souffla-t-il. Le garçon dans ses bras leva les yeux. « Papa ». Sa voix n'était qu'un petit croassement. Enzo Moretti s'agenouilla dans la boue, ruinant sans hésiter son costume à 2,3 m. Il tendit ses grandes mains, les suspendant au-dessus du garçon, craignant de le toucher. « Je suis là », dit-il d'une voix étonnamment douce. « Je te tiens », dit-il en levant les yeux vers Wyatt. De plus, ses yeux étaient terrifiants. Ils la disséquèrent, analysant chaque menace, chaque mensonge et chaque secret qu'elle avait jamais gardé. « Vous m'avez appelé ?» dit-il. « Oui », balbutia Wyatt. « Il était juste allongé ici. » Enzo acquiesça d'un signe de tête. Il souleva le garçon avec une force incroyable, en prenant soin de ne pas appuyer sur sa jambe blessée. « Dante » aboya-t-il. L'un des hommes armés se retourna. « Patron, amenez le médecin au domaine immédiatement. »« Oui, monsieur. » Enzo se détourna pour s'éloigner, le garçon accroché à son cou. Puis il s'arrêta. Il se retourna vers Wyatt, qui était toujours agenouillé dans la boue, frissonnant dans son uniforme léger, les cheveux collés au crâne par la pluie. « Montez dans la voiture, » dit-il. Wyatt cligna des yeux. « Quel numéro? Je dois rentrer chez moi. » Enzo n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Vous avez vu mon fils. Vous avez vu mon visage. Vous venez avec moi. » Je n'ai rien vu. Wyatt supplia, reculant jusqu'à ce qu'elle heurte le mur de briques du restaurant. « Je l'ai juste aidé. S'il vous plaît, je veux juste rentrer chez moi. » Enzo fit un geste avec 2 doigts. 2 des gardes s'approchèrent d'elle. Avant qu'elle n'ait pu crier, l'un d'eux lui saisit le bras fermement, mais sans brutalité, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. « Ne rendez pas les choses difficiles, mademoiselle, » dit le garde. Wyatt fut conduite vers le 2e SUV.
Elle regarda en arrière vers le restaurant, vers la vie misérable qui était la sienne, et la vit disparaître lorsque la lourde porte se referma, l'enfermant à l'intérieur avec l'odeur du cuir et de l'huile à fusil. Le trajet se fit en silence. Les vitres étaient tellement teintées que la ville à l'extérieur n'était qu'un flou de lumière de rue. Wyatt était assise, coincée entre deux gardes silencieux qui ressemblaient à des statues sculptées dans de la viande. Son cœur battait si fort qu'elle en avait le vertige. Elle serra ses bras contre sa poitrine pour essayer d'arrêter de trembler, mais le système de climatisation agressif de la voiture ne parvenait pas à réchauffer le froid qui lui parcourait les os. Ils roulèrent pendant 30 minutes, laissant derrière eux le quadrillage de la ville et empruntant les routes sinueuses de la banlieue nord. Ils passèrent devant de hauts portails en fer et de longues allées jusqu'à atteindre une forteresse. Le domaine Moretti ressemblait moins à une maison qu'à une cathédrale gothique dédiée à l'excès. Il était doté d'imposants murs de pierre, de projecteurs et de patrouilles armées accompagnées de chiens. Le SUV franchit les portes et s'arrêta dans une allée circulaire suffisamment grande pour accueillir un avion de ligne. La porte s'ouvrit. « Descendez », dit le garde. Wyatt sortit. Ses jambes étaient comme du coton. Devant elle, Enzo portait déjà Léo dans les imposants escaliers de pierre. Une équipe de personnes attendait. Des femmes de chambre en uniforme, des hommes en costume et un homme plus âgé portant une trousse médicale noire. Elle fut conduite à l'intérieur. Le hall d'entrée était à couper le souffle, sol en marbre, lustre de la taille d'une voiture et œuvres d'art au mur qui semblaient sortir d'un musée. Mais Wyatt n'était pas en mesure d'apprécier tout cela. Elle se sentait comme un chien errant couvert de boue qui avait été traîné dans un palais. Emmenez-la à la bibliothèque, fit entendre la voix d'Enzo depuis les escaliers. Il ne se retourna pas. Et gardez-la là-bas. Oui, Don Moretti, répondit un garde. Wyatt fut conduite dans un couloir et poussée doucement dans une pièce remplie d'étagères allant du sol au plafond. La porte se referma derrière elle et se verrouilla. Elle était seule. Elle fit les 100 pas dans la pièce, ses baskets mouillées grinçant sur le tapis persane. Que se passait-il? Allait-elle être tuée? Elle vérifia son téléphone. Pas de réseau, bien sûr. 1 heure passa. L'adrénaline commença à s'estomper, remplacée par une fatigue écrasante. Wyatt s'enfonça dans un fauteuil en cuir et ramena ses genoux contre sa poitrine. Elle fixait le feu qui crépitait dans la cheminée, se moquant d'elle avec sa chaleur. Finalement, la porte s'ouvrit. Enzo Moretti entra. Il avait changé. Il portait un pantalon noir et une chemise noire dont les manches étaient retroussées, révélant des avant-bras musclés couverts de légères cicatrices. Il tenait 2 verres contenant un liquide ambré. Il ferma la porte d'un coup de talon. « Buvez », dit-il en lui tendant un verre. Wyatt secoua la tête. « Je ne bois pas. » Il posa brusquement le verre sur la table. Il but une gorgée sans la quitter des yeux. Léo est stable. Fracture en bois vert du tibia. Hypothermie légère. Il te demande. Wyatt cligna des yeux. « Moi » demanda-t-il. « Pourquoi ?»« Parce que c'est toi qui l'as trouvé. Dans son esprit, tu es son sauveur. » Enzo fit un pas vers elle. L'air dans la pièce sembla se raréfier. « Maintenant, dis-moi la vérité, dit-il. »« Je vous ai dit la vérité, » répondit Wyatt, la voix tremblante mais provocante. « Je l'ai trouvé dans la ruelle. Mon fils a été enlevé d'un endroit sécurisé il y a 3 heures, » dit Enzo, sa voix se transformant en un murmure dangereux. « 2 de mes meilleurs hommes ont été retrouvés la gorge tranchée. Les caméras de sécurité avaient été sabotées. C'était le travail d'un professionnel. Et pourtant, il s'est retrouvé derrière un restaurant dans les bas quartiers où une serveuse l'a trouvé par hasard. Il posa violemment son verre sur la table, renversant du liquide. Wyatt sursauta. « Pour qui travailles-tu » rugit-il. « Est-ce pour les Russes, la triade, ou mon frère ?»« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » pleura Wyatt, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Je suis serveuse. Je sers du café et des tartes. Regardez-moi. Ai-je l'air d'une professionnelle? N'importe quoi. » Enzo s'approcha d'elle d'un pas menaçant. Il posa une main de chaque côté de l'accoudoir de la chaise, la piégeant. Il se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir l'odeur du whisky et d'une eau de Cologne coûteuse. « Les gens sont prêts à tout pour de l'argent, siffla-t-il, et vous avez l'air d'avoir besoin d'argent. »« J'ai besoin d'argent, » répliqua Wyatt, la peur se transformant en colère. « Je n'ai que 12 $, mais je n'ai pas kidnappé votre enfant.
Je lui ai donné mon manteau. Je vous ai appelé. Pourquoi vous aurais-je appelé si je l'avais kidnappé? Enzo l'étudia. Il regarda ses pupilles dilatées, la terreur authentique dans sa respiration et ses vêtements usés. Il regarda ses mains rugueuses et cailleuses, qui n'avaient rien à voir avec les mains manucurées d'une espionne ou les mains fermes d'une tueuse. Il se leva de sa chaise, lui tourna le dos et passa une main dans ses cheveux. Si tu mens, je le découvrirai, et tu regretteras de ne pas être morte. Je ne mens pas, murmura-t-elle. On frappa à la porte. Don Moretti, dit Enzo en se redressant et en se ressaisissant instantanément. Entrez. Le médecin entra, l'air nerveux. Monsieur, c'est Léo. Il est dans un état pitoyable. Il refuse de dormir. Il hurle. Nous ne pouvons pas le mettre sous sédatif à cause du risque de commotion cérébrale. Il n'arrête pas de demander à la dame au manteau. Enzo ferma les yeux un instant, une expression de fatigue immense traversant son visage. Il se tourna vers Wyatt. « Levez-vous, ordonna-t-il. Où allons-nous? À l'étage. Vous allez calmer mon fils, puis je pourrai rentrer chez moi. » Enzo la regarda, le visage impassible. « Nous verrons. » Il la conduisit jusqu'au 3e étage par le grand escalier. Ils entrèrent dans une chambre qui ressemblait à un vaisseau spatial, avec des jouets éparpillés partout et un lit en forme de voiture de course. Au milieu du lit était assis Léo, la jambe dans le plâtre, le visage rouge et taché de larmes. Une infirmière essayait de s'approcher de lui, mais il lui lançait des oreillers. « Va-t'en! » hurla Léo. « Je veux Lara! Je veux Lara! » Wyatt entra dans la chambre. « Léo! » Le garçon s'arrêta de crier, les yeux rivés sur elle. « Lara! » Il tendit les bras. Wyatt regarda Enzo. Il acquiesça d'un signe de tête sec. Elle s'approcha du lit et s'assit sur le bord. Léo se précipita immédiatement vers elle et enfouit son visage dans son ventre, sanglotant. « Tu es parti, » l'accusa-t-il, la voix étouffée par sa chemise. « Je ne suis pas parti, » dit Wyatt en lui caressant instinctivement les cheveux. « J'étais juste en bas, en train de parler à ton père. »« Ne pars plus, » sanglota Léo. « Les méchants. Ils ont dit qu'ils allaient faire du mal à papa. Ils m'ont mis dans un van. Il faisait noir. » Wyatt sentit le garçon trembler. Elle leva les yeux vers Enzo. Le chef de la mafia se tenait dans l'embrasure de la porte et les observait. Son visage était pâle. Entendre son fils confirmer l'enlèvement l'avait profondément bouleversé. « Je ne vais nulle part pour l'instant, » murmura Wyatt au garçon. Elle se mit à fredonner une douce mélodie, une berceuse que sa mère lui avait chantée avant de mourir. « Lavender's Blue, Dilly Dilly. » Lentement, la tension quitta le petit corps de Léo. Sa respiration se régularisa. En moins de 18 minutes, il était profondément endormi, le poing toujours agrippé à l'ourlet de la chemise de Wyatt. Wyatt essaya de lui détacher doucement les doigts, mais Léo gémit dans son sommeil et resserra son étreinte. Elle leva les yeux vers Enzo. « Je ne peux pas bouger sans le réveiller. » Enzo fixait la scène. Une étrange émotion brillait dans ses yeux, quelque chose entre la gratitude et la suspicion. Il entra dans la chambre et approcha une chaise du lit. « Alors tu peux rester, » dit-il doucement. « Combien de temps? » Enzo regarda son fils endormi, puis la serveuse meurtrie et épuisée qui lui avait sauvé la vie. « Jusqu'à ce que je te dise que tu peux partir, » répondit-il. « Tu es dans la fosse aux lions maintenant, Wyatt, et personne ne partira tant que je n'aurai pas trouvé qui l'a enlevé. » Wyatt regarda par la fenêtre. La pluie continuait de tomber, nettoyant le monde. Mais à l'intérieur de cette maison, la saleté commençait tout juste à faire surface. Elle était prisonnière, gardant le petit du prédateur le plus dangereux de la ville. Le pire était de regarder le garçon endormi. Elle savait que même si la porte avait été grande ouverte, elle ne serait pas partie. La lumière du soleil ne réveilla pas Wyatt en douceur, elle l'agressa. Elle filtrait à travers les baies vitrées de la chambre de Léo, aveuglante. Elle se réveilla en sursaut, le cou raide d'avoir dormi dans le fauteuil. Le lit était vide. Une panique froide et aiguë lui serra la poitrine. Elle se précipita et appela. « Léo, je suis là. » Une petite voix répondit depuis le coin de la pièce. Léo était assis par terre, entouré d'une forteresse de briques et de Lego. Il était encore en pyjama et sa jambe plâtrée était étendue de manière maladroite. Il la regarda avec ses grands yeux solennels. « Tu ronfles. » Wyatt expira, réalisant qu'elle retenait son souffle. Elle passa une main dans ses cheveux en bataille. « Je ne ronfle pas. Je ronronne comme un chat. »
Un petit sourire timide effleura les coins de la bouche du garçon. C'était la première fois qu'elle le voyait sourire. Cela transforma son visage, le faisant ressembler à un enfant plutôt qu'à une victime traumatisée. La porte s'ouvrit et l'atmosphère de la pièce se refroidit instantanément de 10 degrés. Une femme vêtue d'un tailleur gris austère entra. Ses cheveux étaient tirés en arrière si fort qu'ils semblaient douloureux, et ses yeux pouvaient repérer un grain de poussière à 1 kilomètre. C'était Elena, la gouvernante en chef. Monsieur, Moretti demande votre présence dans le bureau, dit-elle en plissant légèrement le nez, en regardant l'uniforme froissé de Wyatt. Je dois me brosser les dents, dit Wyatt, se sentant gêné. Il y a une salle de bain pour les invités au bout du couloir. Vous avez 5 minutes. Wyatt regarda Léo. Je reviens tout de suite. D'accord, construis-moi une tour. Léo acquiesça, mais ses yeux suivirent Wyatt avec inquiétude tandis qu'elle s'éloignait. Wyatt se lava le visage à l'eau froide dans une salle de bain plus grande que tout son appartement. Elle se regarda dans le miroir. Elle avait des cernes sous les yeux et une tache de graisse sur le col de sa chemise. Elle avait exactement l'air de ce qu'elle était. Une serveuse qui n'était pas à sa place. Elle fut conduite en bas, devant une lourde porte en chêne. Elena frappa une fois, puis l'ouvrit. Le bureau sentait le vieux papier, le tabac et le pouvoir. Enzo Moretti était assis derrière un imposant bureau en acajou. Aujourd'hui, il ne portait pas de veste, juste une chemise blanche dont le col était déboutonné. Il avait l'air fatigué, mais son regard était aussi perçant qu'un laser. « Asseyez-vous », dit-il sans lever les yeux du dossier qu'il était en train de lire. Wyatt s'assit dans le fauteuil en velours en face de lui. Elle joignit les mains pour les empêcher de trembler. Enzo tourna une page. Wyatt Vance, né dans l'Ohio, mère décédée, père inconnu, a quitté l'école secondaire. Vous travaillez au South Danier pour le salaire minimum, plus les pourboires. Vous vivez dans un studio dans le quartier de Garfield Park. Vous avez 2 mois de retard dans le paiement de votre loyer. Il leva les yeux et ferma le dossier. Vous avez également été condamné pour conduite imprudente il y a 3 ans. C'était une contravention que j'avais oublié de payer, se défendit Wyatt, les joues rougissantes. Et comment savez-vous tout cela? Je sais tout, répondit Enzo d'un ton neutre. Je dois savoir qui dort dans la même chambre que mon fils. Je n'ai pas demandé à dormir là-bas, rétorqua Wyatt. Vous m'y avez forcé. Enzo se pencha en arrière, joignant les doigts. Les hommes qui ont enlevé Léo étaient des professionnels. Ils connaissaient son emploi du temps. Ils connaissaient les angles morts de la sécurité. Cela signifie que quelqu'un de l'intérieur l'a trahi. Wyatt se figea. Vous pensez que c'est moi? Non, répondit Enzo, la surprenant. Si vous aviez participé au complot, vous ne m'auriez pas appelé. Vous auriez plutôt demandé une rançon ou vous l'auriez tué. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les vastes terrains. Mais tu es un problème. Tu as vu mon visage. Tu as vu les hommes. Tu as vu les âmes. Je ne le dirai à personne, promit Wyatt. Je veux juste rentrer chez moi. J'ai un service à 16 ans. S me licenciera si je ne me présente pas. Enzo se retourna lentement. Une sombre amusement dansait dans ses yeux. Tu t'inquiètes pour ton travail dans un restaurant? Mademoiselle Vance, sais-tu que tu te trouves dans la maison du chef de la famille criminelle Moretti? Je sais que si je perds mon travail, je serai expulsé, dit Wyatt, la voix ferme malgré sa peur. Les riches ne comprennent pas. Un service manqué signifie pas d'électricité la semaine prochaine. Donc, à moins que tu ne me tires dessus, je dois aller travailler. Enzo la fixa du regard. Il était habitué aux femmes qui voulaient son argent, son pouvoir ou son corps. Il était habitué aux hommes qui tremblaient de peur et qui de peur. Mais il n'était pas habitué à une fille en tablier taché qui exigeait de partir pour servir du café brûlé. Il fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit une liasse de billets. Elle était entourée d'un élastique en papier, 10 000 $. Il la jeta sur le bureau. Cela couvre ton loyer pour l'année prochaine et tes pourboires. Wyatt fixa l'argent. Elle n'en avait jamais vu autant au même endroit. Cela pouvait résoudre tous ses problèmes. Sa dette, son chauffage en panne et son réfrigérateur vide. « Je ne veux pas de ton argent, » murmura-t-elle. Enzo haussa un sourcil. « Tout le monde veut de l'argent. »« Pas de l'argent sale, » dit-elle. Elle se leva. « J'ai aidé Léo parce qu'il était un petit garçon blessé, pas parce que je voulais être payé. » Un long silence s'installa entre eux. Enzo contourna le bureau et s'arrêta à quelques centimètres d'elle.
Il la dominait de toute sa hauteur, sa présence était écrasante. « Tu es une idiote, Wyatt Vance, murmura-t-il. Une idiote courageuse et stupide. » Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Dante, le chef de la sécurité, fit irruption dans la pièce. Il était pâle. « Patron, vous devez voir ça. » L'attitude d'Enzo changea instantanément. Sa curiosité disparut, remplacée par celle du prédateur. « Qu'y a-t-il? » Nous avons trouvé la camionnette qu'ils ont utilisée pour emmener Léo. Elle a été brûlée dans une caisse. Nous avons également trouvé un corps sur le siège du conducteur. Ce n'était pas l'un des nôtres. C'était le coursier. Le visage d'Enzo s'assombrit. Le coursier. Pour qui? Les Vipers. Les Vipers, un gang rival du Sud. Ils sont impitoyables, désorganisés et violents. Enzo serra involontairement le poing. « Prends la voiture, Enzo, » dit Wyatt en s'avançant sans réfléchir. Enzo se tourna vers elle, les yeux brûlants d'une fureur glaciale qui lui fit fléchir les genoux. « Quoi, Léo? Il a peur. Si tu pars en colère, il le sentira. Va d'abord lui dire au revoir, s'il te plaît. » Dante regarda Wyatt comme si elle était folle. Personne ne dit à Enzo Moretti ce qu'il doit faire. Il la regarda, la mâchoire crispée. Il prit d'une profonde inspiration, refoulant la violence qui bouillonnait en lui. « Reste ici, ordonna-t-il. Tu ne quitteras pas cette maison. » Dante mit un garde pour la surveiller. « Si elle essaye de partir, enferme-la dans la cave. »« Attends !» cria Wyatt. « Et mon travail ?»« J'ai acheté le restaurant, dit Enzo par-dessus son épaule en sortant. « Tu es en congé payé. » 2 jours passèrent. Le manoir était une prison dorée. Wyatt n'avait pas revu Enzo depuis qu'il était parti pour la casse. La maison était calme, remplie des chuchotements étouffés du personnel qui savait qu'une guerre se préparait. Wyatt passait tout son temps avec Léo. Il lui raconta qu'il adorait les dinosaures, qu'il était allergique aux fraises et que sa mère était morte quand il était bébé. Il n'en parlait pas beaucoup, mais Wyatt pouvait voir le vide que son absence avait laissé dans sa vie. Enzo était un protecteur et un pourvoyeur, mais il ne savait pas comment s'occuper d'un enfant. Le 3e soir, un orage éclata. Le tonnerre fit trembler les fenêtres de la salle à manger. Enzo était enfin de retour. Il s'assit en bout de table, l'air épuisé. Il avait un bleu sur les jointures et une petite coupure au-dessus du sourcil. Il mangea machinalement, les yeux rivés sur son téléphone. Wyatt et Léo étaient assis à sa droite. La tension était palpable. « Mange ta soupe, Léo, » dit Enzo sans lever les yeux. « Je n'en veux pas. Elle a l'air verte, » grommela Léo en repoussant le bol de soupe à la crème d'épinards. « C'est bon pour tes os, » dit Enzo d'un ton sévère. « Mange-la, c'est tout, » dit Léo en croisant les bras. « Non, je veux un sandwich au fromage fondu. » Enzo jeta son téléphone sur la table. « Leonardo, ne me teste pas ce soir, » intervint Wyatt. Elle voyait bien qu'Enzo commençait à s'impatienter. « Hé, Léo, tu te souviens de ce dont on a parlé? Les dinosaures étaient forts parce qu'ils mangeaient des légumes verts. Regarde le brachiosaure. » Elle prit sa cuillère. « Je vais d'abord goûter. Si je me transforme en dinosaure, tu devras manger le reste. » Léo gloussa. « D'accord. » Wyatt plongea sa cuillère dans la soupe. Elle la porta à ses lèvres. L'odeur était riche. Ail, crème, épinards et autre chose. Des amandes amères. L'odeur était faible, presque imperceptible sous l'ail. Mais Wyatt avait travaillé dans des restaurants pendant 5 ans. Elle connaissait l'odeur des ingrédients périmés et des produits chimiques. Elle s'arrêta, la cuillère suspendue à quelques centimètres de sa bouche. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Enzo en plissant les yeux. Wyatt regarda la soupe, puis Enzo. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Des amandes? Pourquoi une soupe aux épinards sentirait-elle les amandes? Elle se souvint d'un documentaire policier qu'elle avait regardé tard un soir. Le cyanure. « Ne mangez pas ça, » murmura-t-elle. Enzo fronça les sourcils. « Quoi? » Wyatt repoussa la main de Léo qui cherchait à attraper un petit pain dans son assiette. « Ne mangez rien. » Elle se leva, renversant sa chaise. « Enzo, la soupe, elle sent les amandes. » Enzo la fixa pendant une fraction de seconde, puis il bougea à une vitesse effrayante. Il attrapa le bol de Léo et le jeta contre le mur. La porcelaine se brisa et une boue verte coula sur le papier peint coûteux. « Dante !» rugit Enzo. Le son était si fort qu'il fit trembler les cristaux du lustre. Les portes s'ouvrirent brusquement. Dante et 3 gardes se précipitèrent à l'intérieur, armes à la main. « Patron, fermez la cuisine !» grogna Enzo d'une voix grave et bestiale.
Amenez-moi le chef et le kit de test. Terrifié par cette soudaine violence, Léo se mit à pleurer. Wyatt le prit dans ses bras et l'éloigna de la table. Tout va bien, mon bébé. Tout va bien. Enzo se tourna vers Wyatt. Son visage était pâle et ses yeux écarquillés, réalisant à quel point son fils avait frôlé la mort. Il regarda la soupe renversée, puis Wyatt qui tremblait. Un garde arriva en courant avec un petit kit chimique. Il passa une bandelette de papier dans la soupe répandue sur le sol. Elle devint rouge vif. Du cyanure, confirma le garde, la voix tremblante. Une dose mortelle. Le silence s'abattit sur la pièce. Un silence lourd et suffocant. Si Wyatt ne l'avait pas arrêté, Léo serait mort. Enzo regarda son fils, puis Wyatt. Il s'approcha d'eux. Il semblait sur le point de s'effondrer, mais il tendit la main et toucha la joue de Wyatt. Sa main était rugueuse et chaude et tremblait légèrement. « Tu l'as sauvé, » murmura Enzo. Encore une fois. « Qui a préparé la soupe ?» demanda Wyatt d'une voix à peine audible. « Le chef travaille avec moi depuis 10 ans, » répondit Enzo d'une voix glaciale, ce qui signifie que quelqu'un l'a influencé ou l'a remplacé. « Patron, » l'interrompit Dante, écoutant son oreillette. « La cuisine est vide, la porte arrière est ouverte. Le chef a disparu. » Les yeux d'Enzo devinrent noirs. « Trouvez-le. Mettez cette ville sens dessus-dessous. Je le veux vivant. Je veux savoir qui l'a payé. » Il se retourna vers Wyatt. « Emmenez Léo à l'étage. Verrouillez la porte. Ne l'ouvrez à personne d'autre que moi. Même pas à Dante. »« Où allez-vous » demanda Wyatt en serrant Léo contre elle. Enzo sortit un pistolet de son étui dans son dos. Il vérifia la chambre avec un clic métallique. « Je vais nettoyer ma maison. » La nuit devint un tourbillon de terreur. Wyatt était assise dans la chambre de Léo, le dos appuyé contre la lourde porte. Elle avait poussé la commode devant pour plus de sécurité. Léo dormait dans son lit, épuisé d'avoir pleuré. En bas, elle pouvait entendre des cris et, de temps en temps, le bruit de quelque chose de lourd qui se brisait. Elle essaya de se boucher les oreilles, mais elle ne pouvait pas ignorer la réalité de sa situation. Ce n'était pas un film. C'étaient des hommes mauvais qui se faisaient du mal les uns aux autres. Vers 3 heures du matin, le bruit cessa. On frappa doucement à la porte. C'était Wyatt. C'était Enzo. Sa voix était rauque. Wyatt hésita. Elle déplaça lentement la commode, grimaçant au bruit qu'elle faisait en frottant contre le sol. Elle déverrouilla la porte et l'ouvrit légèrement. Enzo se tenait dans le couloir. Il avait retiré sa chemise. Sa poitrine et ses bras étaient couverts de sueur et de taches rouges. Il tenait une serviette humide dans sa main et s'essuyait le cou. « Il dort ?» demanda Enzo. « Oui » répondit Enzo en hochant la tête. Appuyé contre le cadre de la porte, il avait l'air d'un homme portant le poids du monde sur ses épaules. C'est fait. Le chef avait été retrouvé. Il avait parlé avant de mourir. Wyatt ne demanda pas ce que signifiait « expirer ». Elle ne voulait pas savoir. « Qui était-ce » ?« Mon frère » répondit Enzo. Les mots sortirent lourds comme des pierres. « Luca, il veut le trône. Il pensait que s'il tuait Léo, je serais trop dévasté pour diriger. »« Ton propre frère » murmura Wyatt. La trahison lui noua l'estomac. « Dans cette vie, le sang ne signifie rien » dit Enzo avec amertume. « La loyauté est rare, plus rare que les diamants. » Il la regarda vraiment. Dans la faible lumière du couloir, les traits durs de son visage s'adoucirent. « Tu n'es pas de ce monde, Wyatt. Tu es douce. Tu es gentille. Tu n'as pas d'armure. »« J'ai une armure, » rétorqua Wyatt doucement. « J'ai survécu toute seule jusqu'à présent. »« La pauvreté est une chose, » dit Enzo. Il fit un pas vers elle, envahissant son espace personnel. « C'est la guerre et tu te trouves entre deux feux. » Il tendit la main et la posa sur son épaule. On aurait dit qu'il voulait la serrer contre lui, mais il se retint. Regardant sa main, qui venait d'être utilisée pour commettre un acte de violence, il la retira comme s'il avait peur de la souiller. « Je dois te renvoyer, » dit Enzo. « Tu n'es pas en sécurité ici. Luca sait que c'est toi qui as sauvé Léo. Tu es désormais une cible. Alors, tu me mets à la porte. » Wyatt ressentit une étrange douleur. « Je t'envoie dans un refuge en Suisse. Tu auras un nouveau nom. De l'argent, tu pourras recommencer à zéro. Aller à l'université, être en sécurité. Et Léo ?» demanda Wyatt. « Et lui, il ne mangera pas sans moi. Il me fait confiance. Il oubliera, » dit Enzo sans paraître convaincu. « Il est jeune. Il n'oubliera pas, » dit Wyatt avec fermeté.
Et moi non plus. Je ne vais pas m'enfuir, Enzo. Je ne suis pas une lâche. Enzo la fixa du regard, cherchant à lire dans ses yeux. Si tu restes, tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu feras partie de la famille. Tu deviendras une cible pour toujours. J'ai été invisible toute ma vie, murmura Wyatt en s'approchant de lui et en franchissant le seuil qu'il avait peur de franchir. Peut-être que j'en ai assez d'être invisible. L'air entre eux crépitait. Le danger, l'adrénaline et la peur se combinaient pour créer une attraction magnétique. Enzo regarda ses lèvres, puis ses yeux. « Tu ne sais pas ce que tu demandes, dit-il d'une voix rauque. Dis-moi, tu demandes à appartenir au diable. » Avant que Wyatt n'ait le temps de répondre, les lumières du couloir clignotèrent, puis s'éteignirent. L'obscurité totale les enveloppa. « Baisse-toi !» rugit Enzo. Il plaqua Wyatt au sol juste au moment où la fenêtre au bout du couloir volait en éclats. Un point laser rouge balaya l'air rempli de poussière à l'endroit où il se trouvait une seconde plus tôt. Thip, thip. Des balles silencieuses rongèrent le plâtre du mur. « Ils sont là, dit-il. » Enzo grogna, couvrant le corps de Wyatt avec le sien. Luca n'attendit pas. Il traîna Wyatt dans la chambre et ferma la porte d'un coup de pied. « Là, dit Wyatt en se précipitant vers le lit dans l'obscurité. « Attrape-le, ordonna Enzo. Il se dirigea vers le mur et appuya sur un panneau caché. Une partie de l'escalier Wayne s'ouvrit, révélant une chute sombre et étroite. « La pièce sécurisée. Vas-y maintenant. Et toi? » cria Wyatt en serrant Leo encore groggy dans ses bras. Enzo se tenait près de la porte. La lumière de la lune qui pénétrait par la fenêtre dessinait sa silhouette, arme levée. « Je vais tuer mon frère, » dit Enzo calmement. « Va, Wyatt. Si je n'y arrive pas, dis à Leo que je l'aimais. » Enzo savait. « Va. » Il les poussa vers la chute. Wyatt serra Leo contre sa poitrine, glissa dans l'obscurité et entendit le bruit des coups de feu qui éclataient dans la chambre derrière elle. La chute était sombre, raide et terrifiante. Wyatt tomba sur un sol en béton froid. Léo s'accrochait fermement à elle. Elle gémit lorsque son coude heurta la surface dure, mais elle ne lâcha pas le garçon. Il se trouvait dans un bunker. Cela contrastait fortement avec l'opulence de l'étage supérieur. Les murs en acier renforcé étaient tapissés d'écrans, de caisses de ravitaillement et d'un râtelier d'armes qui semblait tout droit sorti d'un film de guerre. L'air sentait le recyclé et le métal. « J'ai mal à la jambe », gémit Léo, les larmes coulant sur son visage. « Je sais, mon bébé. Je sais, » murmura Wyatt en se relevant précipitamment. Elle scruta la pièce. Il y avait une lourde porte en acier avec un clavier numérique et une serrure à roue. Elle était actuellement verrouillée. Elle se dirigea vers la rangée d'écrans. Son cœur s'arrêta. Les écrans affichaient des images provenant de toute la demeure. C'était un véritable abattoir. Les corps des gardes d'Enzo gisaient dans les couloirs. La fumée envahissait le grand hall d'entrée, puis elle vit Enzo sur l'écran intitulé « Chambre principale ». Enzo ripostait. Dans un tourbillon de violence, il utilisait une lourde lampe en laiton pour frapper un assaillant. Mais ils étaient trop nombreux. Elle regarda, la main sur la bouche, un homme vêtu d'un gilet tactique tiré sur Enzo à l'épaule. Il trébucha en arrière et tomba à genoux. « Papa !» hurla Léo en pointant l'écran. « Ne regarde pas !» dit Wyatt en le détournant et en pressant son visage contre son ventre. « Ne regarde pas, Léo. » Elle regarda, impuissante, les assaillants se précipiter sur Enzo. Mais ils ne le tuèrent pas. Ils lui firent lâcher son arme d'un coup de pied et lui attachèrent les poignets avec des liens en plastique. Un homme entra dans le champ de la caméra. Il portait un costume blanc immaculé, sans aucune trace de sang ou de saleté. Il ressemblait étrangement à Enzo, mais son visage était plus doux et son sourire était cruel et tordu. Luca Moretti. Wyatt regarda Luca s'accroupir et dire quelque chose à Enzo. Il frappa son frère au visage avec son arme. Puis Luca regarda directement la caméra de la chambre. Il sourit. Il sortit une radio de sa poche. Soudain, une voix grésilla dans l'interphone de la pièce sécurisée. « Je sais que tu es là, petite serveuse, » dit la voix. « Et je sais que tu as mon neveu. » Wyatt fixa le haut-parleur tremblant. La lourde roue en acier de la porte de la pièce sécurisée commença à tourner. Clac! Wyatt sentit son sang se glacer. Ils n'étaient pas en sécurité. Ils n'avaient nulle part où fuir. Elle regarda Léo. Il tremblait. Il avait les yeux fermés. Elle regarda le râtelier d'armes accroché au mur. Des fusils d'assaut,
des fusils de chasse et des pistolets. Elle n'avait jamais tenu une arme de sa vie. Elle était serveuse. Elle portait des plateaux, pas des Glock. Mais en regardant la roue tourner, quelque chose se brisa en Wyatt Vance. La peur ne disparut pas, mais se cristallisa en une résolution froide et dure. Elle n'allait pas les laisser emmener ce garçon. Elle courut vers leur atelier et saisit le plus petit pistolet qu'elle put trouver, un 9 mm noir. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Elle ne savait pas si le cran de sûreté était enclenché, ou elle ne savait pas s'il était chargé. Affolée, elle tira la glissière vers l'arrière comme elle l'avait vu faire dans les films. Une balle était visible dans la chambre. « Léo, dit-elle d'une voix étonnamment calme, cache-toi derrière ces caisses, couvre-toi les oreilles, ferme les yeux. Compte jusqu'à 100. N'arrête pas de compter. »« Lara, pars !» cria-t-elle. Léo se précipita derrière une pile de caisses de rations militaires. La roue tourna une dernière fois. Le joint hydraulique siffla. La lourde porte s'ouvrit. Luca Moretti entra. Il était flanqué de 2 hommes armés de fusils. Luca regarda autour de lui dans le bunker, ricanant avec dégoût. « Confortable, dit-il d'un ton neutre. » Son regard se posa sur Wyatt, et elle se tenait au milieu de la pièce, tremblante, serrant le pistolet à 2 mains et le pointant directement sur sa poitrine. Luca éclata d'un rire sincère et sonore. « Ah, regardez ça! La serveuse se prend pour un soldat. Posez ça, ma chérie. Vous allez vous blesser. »« Sortez, dit Wyatt. Sa voix tremblait, mais elle ne baissa pas l'arme. « Où est-ce le garçon? » Luca s'avança. « Sortez, dis-je. »« Tu es là, dit Luca à son garde. » Le garde de gauche leva son fusil. Wyatt n'hésita pas. Elle ne visa pas. Elle appuya simplement sur la gâchette. Bang! Le bruit fut assourdissant dans la petite pièce en béton. Le recul lui fit relever le bras dans un mouvement de douleur. Elle avait manqué le garde, mais la balle avait touché l'extincteur fixé au mur juste à côté de la tête de Luca. Le réservoir explosa, remplissant l'entrée du bunker d'un énorme nuage de fumée chimique blanche et mousseuse. « Mes yeux! » hurla Luca en se grattant le visage. Le chaos éclata. Les gardes se mirent à tirer à l'aveuglette dans la pièce. Les balles ricochèrent sur le sol et les murs en béton. Wyatt plongea derrière le bureau métallique, se couvrant la tête. « Léo, reste baissé! » Elle jeta un coup d'œil par-dessus le bureau. La fumée blanche était épaisse et aveuglait les assaillants. Elle vit une ombre bouger dans la brume. Elle tira à nouveau. Bang! Puis encore. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle touchait, mais elle les faisait hésiter. « Fragout! » cria l'un des gardes. « Lance une grenade! »« Non! » hurla Luca, toussant dans la fumée. « Si tu tues le garçon, je perce mon moyen de pression. Entre là-dedans et attrape-les. » Un garde surgit de la fumée et se précipita vers le bureau. Wyatt visa avec son arme, les mains tremblant violemment. Elle appuya sur la gâchette. Clic. Elle avait oublié de vérifier le chargeur. Il était soit vide, soit bloqué. Le garde l'attrapa par les cheveux et la tira par-dessus le bureau. Wyatt hurla, donnant des coups de pied et griffant. Elle lui griffa le visage avec ses ongles, le faisant saigner. Il grogna et la gifla, la projetant contre la paroi métallique. Sa vision se brouilla. Elle sentit le goût du sang dans sa bouche. Le garde se pencha sur elle, levant la crosse de son fusil pour lui fracasser le crâne. « Bonne nuit, salope !» Il y eut un craquement écœurant, mais Wyatt ne le sentit pas. Les yeux du garde s'écarquillèrent. Il vacilla, puis tomba en avant, révélant Enzo Moretti debout derrière lui. Enzo ressemblait à un démon sorti de l'enfer. Ses mains étaient toujours attachées devant lui, mais le plastique était tendu et ensanglanté là où il l'avait frotté contre un bord tranchant. Il tenait une lourde clé dans ses mains liées. Sa chemise était trempée de sang provenant de la blessure par balle à son épaule. Son visage était le masque d'une rage pure et sans mélange. « Tu l'as touché, » murmura Enzo. Le deuxième garde visa Enzo. Enzo se déplaça à une vitesse impossible, utilisant le corps du premier garde, qui tombait comme bouclier humain. Les balles déchirèrent le cadavre. Enzo chargea et plaqua le deuxième garde. Il enroula ses bras attachés autour du cou de l'homme et tira. Il y eut un craquement. Le garde s'affaissa. Luca Moretti se tenait près de la porte, essuyant la mousse qui lui coulait des yeux.
Il cligna des paupières, clarifiant sa vision juste à temps pour voir ses deux mercenaires d'élite gisant morts sur le sol et son frère couvert de sang se tournant vers lui. Luca chercha son pistolet à tâtons. Enzo ne courut pas. Il marcha, des pas lents et délibérés. Luca tira. La balle effleura les côtes d'Enzo. Enzo ne broncha même pas. « Recule !» hurla Luca en reculant d'un pas et en heurtant le cadre de la porte. « Je suis ton frère. Tu ne peux pas tuer un membre de ta famille. » Enzo s'arrêta à quelques centimètres de lui. Il baissa les yeux vers le pistolet dans la main de Luca, puis leva les yeux vers son frère terrifié. « Tu as cessé d'être ma famille à l'instant où tu as menacé mon fils, » dit Enzo doucement. Il leva ses mains liées et les abattit dans un arc vicieux. Le coup atteignit le poignet de Luca, brisant l'os. Le pistolet tomba bruyamment sur le sol. Enzo attrapa Luca à la gorge avec ses deux mains et le plaqua contre la paroi en acier. Il commença à serrer. « Enzo !» La voix de Wyatt transperça le brouillard de rage rouge. Enzo se figea. Il ne détourna pas les yeux de Luca, dont le visage devenait violet, mais il fit une pause. « Léo regarde », murmura Wyatt. Les yeux d'Enzo se tournèrent vers le coin. Léo jetait un œil derrière les caisses, les yeux écarquillés d'horreur. Enzo regarda à nouveau Luca. Il relâcha son étreinte. Luca glissa au sol, haletant et se tenant la gorge. « Tu as raison, » dit Enzo. Il tourna le dos à son frère. Dante. Dante apparut dans l'embrasure de la porte, ensanglanté mais vivant, à la tête d'une deuxième vague de soldats fidèles à Moretti qui avaient finalement repris la maison. « Emmenez-le » ordonna Enzo en désignant Luca. « Emmenez-le à l'entrepôt. Je m'occuperai de lui plus tard, quand mon fils ne regardera pas. » Dante acquiesça d'un air sombre. Deux hommes emmenèrent Luca qui sanglotait. Enzo se tenait au milieu de la pièce, vacillant légèrement. L'adrénaline s'estompait et il commençait à ressentir les effets de la perte de sang. Il regarda Wyatt. Elle était meurtrie et saignait de la lèvre, ses cheveux étaient collés par la sueur. Elle était magnifique. Il fit un pas vers elle, puis ses genoux se dérobèrent sous lui. « Enzo !» Wyatt se précipita et le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. Ils tombèrent tous les deux sur le béton froid. « Toi, » murmura Enzo, la tête posée sur ses genoux. « Tu as tiré avec l'extincteur, astucieux. » Je visais sa tête. Amé Wyatt, les larmes se mêlant au sang sur son visage. Enzo laissa échapper un faible rire qui se transforma en quinte de tout. « Rappelle-moi ça. Ne te mets jamais en colère. » Ses yeux se révulsèrent et il s'affaissa dans ses bras. « À l'aide !» hurla Wyatt, sa voix résonnant sur les murs d'acier. « Nous avons besoin d'un médecin !» Le rythme régulier du moniteur cardiaque était la nouvelle bande sonore de la vie de Wyatt. Cela faisait 3 jours. Enzo avait été transféré de l'unité de soins intensifs vers une suite privée dans l'aile est du manoir. La balle avait manqué son poumon d'1 centimètre. Il avait eu de la chance. Ou, comme le disait Dante, il était trop têtu pour mourir. Wyatt était assise près de la fenêtre, regardant les jardiniers réparer les dégâts causés à la pelouse. Elle portait une robe en soie qui coûtait plus cher que sa voiture. Elle la trouvait étrange contre sa peau. « Arrête de penser si fort », dit une voix rauque depuis le lit. Wyatt se retourna. Enzo était réveillé. Il semblait pâle contre les oreillers blancs et avait l'épaule lourdement bandée, mais ses yeux étaient clairs. « Je ne pensais pas », dit Wyatt en s'approchant du lit. « Je m'inquiétais. »« Luca est sous contrôle », dit Enzo d'un ton sombre. « L'organisation est en sécurité. La menace a disparu. »« Je sais. Alors qu'est-ce qui ne va pas? » Wyatt baissa les yeux vers ses mains. « L'assistante sociale est venue pendant que tu dormais. Elle a posé des questions sur l'incident. Tes avocats s'en sont occupés, bien sûr. Ils ont dit qu'il s'agissait d'un cambriolage avec effraction. Ils ont payé tout le monde. C'est comme ça que le monde fonctionne, Wyatt. Ce n'est pas comme ça que fonctionne mon monde, dit-elle doucement. Dans mon monde, les gens vont en prison. Dans mon monde, il n'y a pas de chambre forte ni de fusillade. » Enzo tendit sa main valide. Wyatt hésita, puis posa sa main dans la sienne. Il la serra fermement. « L'avion pour la Suisse est prêt, » dit Enzo doucement. « Le passeport est prêt. Tu t'appelles Elena Rossi. Il y a un compte de 5 millions de dollars à Zurich. Tu peux partir dès maintenant. Tu peux avoir la vie normale que tu souhaites. Tu pourrais trouver un homme gentil, comptable ou dentiste. Tu seras en sécurité. » Wyatt le regarda. Elle pensa au restaurant, à la graisse, aux clients grossiers et à la solitude de son appartement vide.
Puis elle pensa aux 3 derniers jours, assise près du lit d'Enzo, lisant à Léo jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle pensa à la façon dont le personnel la regardait désormais, non plus avec mépris, mais avec respect. Elle s'était battue pour cette famille. Elle avait versé son sang pour elle. C'est ce que tu veux, demanda-t-elle. Tu veux que je parte? Enzo détourna le regard et fixa le plafond. Pour la première fois, le grand parrain de la mafia semblait vulnérable. Je veux que tu sois en sécurité. Je ne suis pas en sécurité. Je suis la mort, Wyatt. Je détruis tout ce que je touche. Tu n'as pas détruit Léo, rétorqua-t-elle. Tu l'as sauvé. Tu l'as sauvé, corrigea Enzo. Tu nous as sauvés tous les deux. Où est Léo? Il est dans la salle de projection. Il regarde Jurassic Park. Wyatt sourit. Elle serra la main d'Enzo. Si je pars en Suisse, qui va le forcer à manger ses épinards? Enzo la regarda. L'espoir s'alluma dans ses yeux, brut et sans défense. On pourrait engager une nounou. Il ne veut pas de nounou, dit Wyatt. Elle se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Et je ne veux pas de dentiste. Wyatt, avertit Enzo d'une voix basse. Si tu restes, il n'y a pas d'issue. Tu es à moi aujourd'hui, demain jusqu'à ma mort. Tu porteras ma bague, tu porteras mon nom, et tous ceux qui te regarderont sauront que te toucher revient à déclarer la guerre à la famille Moretti. Je sais, murmura-t-elle. Dis-le, ordonna-t-il. Dis que tu comprends. Je comprends. Je ne partirai pas, Enzo. Je suis chez moi. Enzo poussa un soupir rauque. Il l'attira vers lui, enfonçant sa main dans ses cheveux. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était un baiser possessif, désespéré et intense. Il avait le goût de la douleur et de la promesse. C'était le sceau d'un contrat écrit avec du sang. 6 mois plus tard, le gala de charité pour l'hôpital pour enfants de Chicago était l'événement de la saison. La salle de bal était remplie de l'élite de la ville. Politiciens, juges, célébrités et personnalités influentes qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Un silence s'est abattu sur la salle lorsque les doubles portes se sont ouvertes. Enzo Moretti est entré. Vêtu d'un smoking majestueux, il dominait la salle de sa présence, son épaule complètement guérie. Mais tous les regards étaient rivés sur la femme à son bras. Wyatt Moretti était à couper le souffle. Elle portait une robe en velours bleu nuit qui épousait ses courbes et était ornée de diamants. Ses cheveux étaient relevés, révélant l'élégance de son cou. Cependant, ce n'était pas la robe ou les bijoux qui captivaient l'assemblée. C'étaient ses yeux. La serveuse fatiguée et effrayée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui gardait la tête haute et scrutait la salle d'un regard froid et calculateur. À sa main gauche, une énorme bague en diamant scintillait sous les lustres. « Il nous regarde », murmura Enzo à son oreille alors qu'il descendait le grand escalier. « Laisse-les regarder », répondit Wyatt d'une voix douce comme de la soie. « Ils se demandent simplement comment la serveuse a apprivoisé le loup. »« Ils ont peur de toi », corrigea Enzo avec un sourire en coin. « L'histoire de la pièce sécurisée s'est répandue. Ils disent que tu as tué 3 hommes avec un extincteur. » Wyatt rit doucement. « Seulement 3. » Les rumeurs se propagent. Ils arrivèrent en bas de l'escalier. Un sénateur s'approcha, légèrement en sueur, et leur tendit la main. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur et madame Moretti. » Wyatt serra la main du sénateur. Elle ne la serra pas trop fort, mais sa poigne était ferme. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Sénateur, dit-elle, mon mari m'a dit que vous retardiez les permis de zonage pour notre nouvel entrepôt. J'espère que nous pourrons résoudre ce problème ce soir. Je détesterais que les choses se compliquent. » Le sénateur pâlit. Il regarda Enzo. Enzo haussa simplement les épaules, regardant sa femme avec une fierté non dissimulée. « Vous avez entendu la sénatrice, dit Enzo, et ma femme a un terrible caractère. » Le sénateur balbutia des excuses et s'éloigna précipitamment. Wyatt sentit un petit tiraillement sur sa robe. Elle baissa les yeux. Léo était là, élégant dans son smoking miniature. Il était censé être avec la nounou, mais il s'était faufilé à l'intérieur. « Maman, murmura-t-il, je m'ennuie. On peut aller manger des hamburgers? » Le cœur de Wyatt se gonfla en entendant le mot « maman ». Il lui avait fallu 3 mois pour le prononcer, et chaque fois qu'il le faisait, c'était comme un cadeau. Elle regarda Enzo. Il les observait, ses yeux sombres, remplis d'un amour si intense qu'il aurait pu brûler le monde entier. « Des hamburgers, songea Wyatt. Eh bien, nous devons d'abord faire un don.
Ensuite, nous pourrons peut-être nous faufiler par derrière. Sal's Diner, demanda Enzo en haussant un sourcil. Sal's Diner, confirma Wyatt. Le roi de Chicago, Enzo Moratti, prit les mains de sa femme et de son fils. Montre-nous le chemin, ma reine. Ils traversèrent la foule, qui s'écarta devant eux comme devant des membres de la royauté. Wyatt ne regarda pas en arrière vers la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle avait traversé le feu et était ressortie de l'autre côté, non pas comme une survivante, mais comme une souveraine. Elle avait fait appel au diable pour qu'il l'aide. Et au final, elle n'avait pas seulement survécu à lui. Elle avait appris à l'aimer. Ensemble, ils régnaient sur la nuit. Quelle aventure! D'un service solitaire dans un restaurant sous la pluie au trône de la pègre de Chicago, ils ont prouvé que la personne qui vous sauve ne se présente pas toujours sous la forme d'un chevalier en armure brillante. Parfois, c'est le monstre que tout le monde craint. Si vous avez apprécié la saga intense de Wyatt et Enzo, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires dramatiques. Merci d'avoir regardé.